Écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Ménard. On va parler de Google Ads et on va vous présenter les 3 enjeux majeurs pour éviter de gaspiller votre budget Google Ads sur l'année 2023 si vous êtes un e-commerce. Salut Jérémy. Hello Pierre-Baptiste. Bienvenue à nouveau sur le podcast e-commerçons. Merci, toujours un plaisir. Troisième intervention déjà sur le podcast. Tu vas devenir un énorme habitué du podcast et je pense que tu vas vraiment le devenir parce que dans les prochains mois, on va essayer d'accentuer un petit peu plus sur ce format pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un format qui plaît beaucoup à nos auditeurs. Enfin, j'ai eu des retours hyper positifs de votre part, tous auditeurs du podcast e-commerçons. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que Google Ads évolue extrêmement vite. Tous les trimestres, il y a des nouveautés qui sont majeures pour le e-commerce. Et les enjeux en 2023 de la rentabilité sur Google Ads en e-commerce sont d'autant plus importants et d'autant plus complexes en fait à maîtriser. Donc c'est cool de faire un point hyper régulier. Ouais, surtout que nous on a une belle équipe qui est en train de se structurer. Donc on fait beaucoup de tests sur Google Ads qui nous permettent de créer pas mal d'intelligence. Donc on va essayer d'en partager une partie de manière structurée. Comme ça, je pense, intéressant pour tout le monde. Super. Peut-être avant de commencer, pour que toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas écouté les 2 précédents épisodes, peut-être savoir un peu qui tu es, te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie. Yes, donc moi je m'appelle Jérémy, donc j'ai une agence qui s'appelle Seos, donc avec Pierre-Baptiste ici présent. Donc Seos, on aide les e-commerce à générer davantage de bénéfices grâce à Google Ads. Donc aujourd'hui on est une équipe de 4 personnes au moment où on enregistre ce podcast. On accompagne une 30aine de marques e-commerce et voilà, nous notre objectif c'est vraiment faire grossir leur KPI business. Donc on parle de marge, on parle de nouveaux clients en utilisant Google Ads. Et c'est pour ça, du coup, on passe toutes nos journées sur cette plateforme à essayer d'optimiser, de comprendre ce qui marche, faire de l'A/B testing. Et donc, voilà, on a pas mal de trucs à partager en général. Et ça se passe plutôt bien. Juste pour avoir peut-être une idée, c'est quoi les types de e-commerce, types de clients que tu accompagnes aujourd'hui? Je sais pas, les moyennes de budget pour avoir une idée un peu du type de e-com dont on parle et pour que les gens puissent se projeter aussi et nos auditeurs puissent se projeter. Ouais, c'est ça. Les noms les plus connus, donc on a Fitness Boutique, on a Le Pape, on a des business dans la cartouche d'encre avec 1, 2, 3 consommables, du bricolage, entrepôt du bricolage. Bref, une 30aine de marques. Les budgets, ça varie beaucoup, évidemment. Au moment où on fait ce podcast, on investit plus ou moins entre 500 000 et 1 million d'euros par mois sur Google. C'est un chiffre qui augmente assez rapidement. Et voilà, encore une fois, on regarde plutôt des objectifs vraiment business que des métriques Google Ads. Mais c'est intéressant de voir la croissance du budget. Ok, super. Écoute, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est un sujet déjà qu'on va faire un point sur la situation économique qu'on vit en 2023, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui ont évolué, énormément de choses qui changent par rapport à 2022. Ensuite, qu'on fasse un point sur aussi l'évolution de Google Ads sur ces derniers mois. Je pense notamment à des choses autour de l'instabilité un peu des résultats, autour de Performance Max. Comment ça a évolué? Là, ça fait un peu plus d'1 an, on commence à avoir un peu de vision dessus. Est-ce que déjà tu as 2-3 points sur le contexte économique, la manière dont tu vois un peu genre les gens achètent en ligne en ce moment ou achètent même en général en fait? Non, écoute, nous c'est vrai qu'on n'est pas économiste, mais malheureusement on est obligé de suivre quand même l'évolution de la demande du marché, etc. Et de toute façon, si vous êtes dans l'e-commerce, on voit que depuis plusieurs mois c'est quand même un contexte qui est tendu, qui est compliqué. Donc si on regarde les chiffres de l'INSEE en France, ce qu'on voit en fait c'est que la consommation des ménages en biens est en baisse, donc les gens achètent moins, tout simplement. Et ça fait déjà un petit moment, si je dis pas de conneries, c'est depuis juin 2021, ça baisse quasiment tous les mois. Donc il y a plusieurs milliards d'euros qui ont disparu de la consommation chaque mois. Donc à l'échelle d'un pays, c'est vraiment énorme. Okay, donc ça, c'est un indicateur qui est vraiment peu positif pour nous. En parallèle de ça, on a la confiance des ménages, donc leur capacité, tu vois, à se projeter dans des dépenses futures qui est vraiment très bas. Je crois qu'on est plus ou moins à des niveaux de la crise de 2008. Donc encore une fois, pas terrible. Et en parallèle, on a l'inflation qui explose, l'indice des prêts à la consommation qui explose. Donc ce cocktail, si tu veux, fait que c'est très compliqué. Il y a des secteurs qui se portent très bien. On a des e-commerce qui sont vraiment en train de tout casser. Néanmoins, si on regarde vraiment des moyennes, le contexte est plutôt négatif pour le e-commerce en France. On le ressent et du coup, ça crée effectivement des problématiques sur Google Ads, des baisses de performance. Une instabilité des résultats, un peu de difficulté à se projeter aussi dans le futur, à budgéter un peu la croissance, c'est pas évident. Quand aujourd'hui, tu vois, c'est instable, ça bouge tous les jours, c'est dur d'engager des dépenses. Et donc voilà, ce contexte est un petit peu tendu. Évidemment, il y a des solutions qui existent, mais c'est plus exigeant que dans un contexte favorable comme on a eu avec le Covid, etc.
C'est vrai que quand tu es dans un contexte favorable, tu as tout qui va vers le haut. Donc en fait, tu sais même plus d'ailleurs si parfois tes tests apportent du positif ou c'est juste le contexte qui t'emmène et qui t'entraîne en termes de positivité. Donc faut faire assez attention à ça. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que tu as un type de campagne qui s'appelle Performance Max. Pour ceux qui n'auraient pas été au courant, qu'il y a un nouveau type de campagne qui a été lancé par Google il y a un peu plus d'1 an et qui en gros globalise un peu tous les canaux de Google en un, mais qui a un défaut majeur, c'est que c'est une énorme boîte noire. Et en fait, cet aspect boîte noire aussi a un aspect très négatif, qui est que en plus de ça, tu sais pas trop où ton argent est investi. C'est-à-dire que tu peux pas cibler tes budgets, tu peux pas t'assurer que tes budgets ils sont au bon endroit et que si tu augmentes par l'argent que tu donnes à Google, qu'il soit bien investi. Donc il y a un énorme enjeu aussi autour de ça, on va en reparler. Comment toi tu vois les choses un peu pour cet épisode? On avait préparé un peu ensemble 3 points, 3 points clés. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les 3 choses sur lesquelles on va devoir jouer en 2023 pour aller chercher plus de bénéfices en tant que site e-commerce? Nous, vraiment, encore une fois, notre équipe, là, les sujets vraiment clés sur lesquels on avance, sur lesquels on fait de la pédagogie aussi auprès de nos clients, c'est dans un premier temps le tracking. Donc le tracking, en fait, bon, on va le voir après, mais c'est envoyer la bonne donnée à Google Ads, avoir un bon input de data pour être sûr que l'algo puisse faire vraiment un travail qui favorise notre business, c'est pas qu'il envoie à la faillite, tu vois. Ça, c'est la première chose, donc le tracking. Deuxième partie, on parlait de Performance Max à l'instant, là, on va parler d'attribution. C'est vrai que c'est un sujet qui est très compliqué. Et on peut vite se retrouver à regarder les mauvais KPI et du coup favoriser des types de campagnes qui sont pas forcément les meilleurs pour notre business, tu vois. Et on découvrira la dernière partie, donc je viens de le dire, c'est les KPI. Comment suivre vraiment les bonnes métriques, s'assurer que tout ce qu'on fait sur nos campagnes publicitaires, tu vois, favorise vraiment notre e-commerce à moyen et à long terme. Qu'on n'est pas en train de prendre de la croissance un peu court-termiste pour faire faillite dans 6 mois, tu vois. Dans un contexte tendu, je pense que c'est clé. Et ces 3 sujets sont vraiment, je pense, fondamentaux pour les mois à venir là. Super, on va pas attendre. On va attaquer directement sur la partie tracking. Déjà, peut-être on pourrait définir ce qu'est précisément le tracking, ce que ça veut dire et quels sont derrière aussi les enjeux d'avoir un bon tracking. Pourquoi un bon tracking, c'est important? En gros, le tracking, si tu veux, c'est mesurer la performance de tes campagnes publicitaires. Donc concrètement, quel clic a généré une vente sur mon site, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tracking, tu vois. Donc tu as différents types de tracking. Nous, on va parler vraiment du tracking Google Ads, qui est celui qu'il faut mettre en place. Le problème aujourd'hui de la majorité des e-commerce, la vaste majorité, c'est que déjà leur tracking est plus ou moins bien setup. Mais après, tu as 2 choses importantes. C'est effectivement ton tracking, il va remonter des ventes. Donc voilà, dès qu'il y a une vente qui est générée, Google aura l'info. Il y a eu une vente générée grâce à cette campagne. Et après, il va remonter une valeur. Donc en général, on remonte le panier moyen, tu vois. Le problème, c'est que la majorité des e-commerce, en fait, pour la valeur, ils vont envoyer du chiffre d'affaires TTC. Donc déjà, rarement une bonne idée, tu vois, avec les frais de port en plus. Donc ça, c'est problématique parce que en e-commerce, tu veux, le nerf de la guerre, c'est pas de faire du chiffre d'affaires, c'est de faire de la marge. Donc en fait, on se retrouve avec un algorithme de Google qui va s'optimiser sur une variable, sur une métrique qui est pas la métrique que toi tu vas regarder en fin de mois, tu vois. Les e-commerçants, nous aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on a un site e-commerce également qui a passé la barre du million d'euros de CA là récemment d'ailleurs, elle est site à 2 ans. Ce qu'on regarde à la fin du mois, c'est concrètement qu'est-ce qui nous reste, tu vois. On part du chiffre d'affaires hors taxe et on descend jusqu'au bénéfice. Okay. Et on se sert de la marge du coup pour financer toutes les différentes charges liées au e-commerce, et il y en a beaucoup, tu vois. Donc en fait, vraiment, ce qu'il faut chercher à optimiser avec nos investissements publicitaires, c'est cette marge. Okay, cette marge brute, on le verra après. Donc c'est vrai que quand dans ton tracking Google Ads, qui est vraiment un élément clé, parce que c'est un peu ta manière d'orienter l'algorithme, quel produit il va diffuser, quel profil aussi de personnes il va aller targeter. Si tu lui envoies pas les bonnes datas, il va te faire des résultats moyens, tout au mieux, tu vois, voire des résultats pourris. Donc ça, c'est vraiment clé. Vraiment 99,9% des e-commerce, c'est ATTC, frais de port. C'est pas l'optimal. Ce qu'on essaie de remonter, nous, c'est plutôt de la marge hors taxe. Donc après, à voir si vous incluez les frais de port ou pas, ça dépend des business. Mais rien que ça, en fait, c'est vraiment fondamental parce que du coup, tu vas vraiment orienter l'algorithme tu vas le régler sur ton objectif principal et ça va venir vraiment influencer la diffusion des produits pour aller favoriser des produits avec de la marge et pas uniquement des produits, des ventes faciles, entre guillemets, qui peuvent potentiellement faire beaucoup de chiffre d'affaires, mais à la fin, tu perds quand même de l'argent, tu vois. En fait, c'est un énorme enjeu parce que j'ai l'impression aussi que, un peu comme sur les indicateurs ROI cible, valeur de conversion, etc., le e-commerçant qui ne connaît pas forcément Google Ads va avoir tendance à remonter ses indicateurs
business basique, c'est-à-dire qu'on va lui dire tiens, remonte une valeur. Ah bah oui, mais moi la valeur de ma commande c'est 110 € TTC, tu vois. Et en fait, tu te poses pas la question de savoir à quel point ton tracking il est important. Et pourtant, c'est fondamental parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est ton point d'interaction avec l'algorithme. J'ai l'impression que l'algo, tu sais, on a souvent ce truc-là en mode ouais, mais l'algo il est pas optimisé, ouais, mais l'algo il est pas ceci, il est pas cela. Et ça, il y a un peu une espèce de notion un peu méta autour de l'algo. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi l'algo? Faites comment le contrôle et tout. Et en fait, les points de contrôle que tu as sur l'algorithme, tu en as à peu près 3 qui sont les plus connus. Ton premier point de contrôle, c'est vraiment ton tracking. C'est comment tu donnes de la bonne donnée pour que le machine learning de cet algorithme te sorte la bonne donnée. Et tu sais, j'ai fait une newsletter dernièrement justement autour du principe Gigot qui est garbage in, garbage out. Et qui est de dire en fait si tu envoies un peu de la merde dans les tuyaux au départ, tu te retrouves forcément avec de la merde à la fin, tu vois. Ça marche pour plein de trucs, c'est-à-dire ça marche pour les ventes, ça marche pour tout dans un business, ça marche surtout pour l'algo de Google. Non, mais c'est exactement ça. Et en plus, ce qui est délicat sur Google, c'est qu'en fait, une personne peut très bien cliquer sur un mot-clé ou sur un produit et finir par en acheter un autre ou en acheter plusieurs. Donc en fait, c'est très compliqué de lire et interpréter la donnée si tu remontes du chiffre d'affaires, parce que c'est pas parce que dans ta campagne shopping, tu as activé un produit, voilà, tu sais que sur ce produit-là, tu as 50% de marge, qu'à la fin, la personne en fait va acheter déjà ce produit et va en acheter un, tu vois. Donc vraiment avoir une vision sur la marge générée par commande, donc le panier moyen sous forme de marge, c'est une métrique qui est clé en e-commerce, tu vois, mais qui est compliquée à suivre. Et quand tu remontes de la marge hors taxe dans ton tracking, en fait, tu vas pouvoir l'avoir. Et d'un coup, ça change complètement vraiment la vision de l'algorithme sur ton business, parce qu'il va maximiser ta marge. Et toi, d'un point de vue lecture des données et analyse, mais pareil, ça te simplifie la vie comme pas possible, parce que tu sais concrètement quelle campagne est bénéficiaire et quelle campagne te fait perdre de l'argent, tu vois. Donc ça, on verra que l'attribution de Google est quand même à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même un premier degré de lecture qui est clé pour optimiser son bénéfice et à la faire plus de marge pour financer de la croissance qui est clé en e-commerce, tu vois. Hyper intéressant, hyper important. Je pense qu'on a fait globalement tous les points un peu clés du tracking sur Google Ads. À moins que toi, tu voulais peut-être rajouter des choses sur la partie tracking. Là, ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment le point clé, c'est-à-dire la valeur. On essaie d'envoyer de la marge. Enfin, on essaie d'envoyer vraiment ce qui compte le plus pour notre business. Okay, donc, chiffre d'affaires TTC, on oublie. Marge hors taxe, c'est vraiment l'idéal. Ça, c'est vraiment le premier point le plus important. Ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est quand même d'aller essayer d'augmenter la quantité, la qualité de data qu'on envoie à Google. Donc, tout ce qui est... alors, ça, c'est le truc un peu technique, mais on mettra de la documentation. On passe en server-side, suivi avancé des conversions, on l'active. Consent mode, pareil, on l'active. Ça, en fait, c'est des fonctionnalités, on va dire, à installer qui vont permettre d'envoyer plus de données à Google. Éviter de perdre trop de data. Et plus l'algo a de données, évidemment, plus il s'optimise, plus vous avez des retours sur investissement qui sont intéressants. Tu as également toute la partie de nouveaux clients qui est intéressante à setup. On va en parler un petit peu après. Pour suivre concrètement pour qui je suis en train de payer, tu vois. Quel type de conversion je suis en train d'amener. Ça, c'est clé. Les e-commerce souvent ne comprennent pas ça, mais toutes les ventes ne se valent pas. Donc ça, c'est vraiment la partie un peu technique du tracking. En fait, vous n'avez pas le choix. Donc soit vous avez des équipes de dev qui peuvent vous aider là-dessus, soit vous venez nous parler, on vous aidera. Mais vraiment clé de faire passer son tracking au niveau supérieur, parce qu'encore une fois, dans un contexte comme ça, plus l'inflation qu'il y a sur Google, etc., du prix des clics, en fait, faut que ça soit excellent. Si on n'est pas excellent, malheureusement, on n'a pas les résultats qu'on veut, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. En gros, si je résume un peu ce que tu nous dis, il y a 2 points clés quand on fait son tracking. Premier point clé, c'est comment déjà on aligne notre tracking avec nos objectifs business. Donc, on ne veut pas faire du CATTC, on veut faire de la marge, donc comment on remonte de la marge. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment on améliore la fiabilité et la quantité de données qu'on envoie pour que en fait, le tracking qu'on est en train de regarder, les chiffres qu'on est en train de regarder, ils sont fiables et qu'on peut se baser dessus, quoi. Complètement. Ça, c'est vraiment les 2 points clés. Si vous mettez ça en place, là, la marge plus les éléments techniques dont on vient de parler, vous êtes déjà en avance sur 99,9% des e-com sur Google Ads. Et même des e-commerce à très gros budget, souvent, c'est rarement 100% carré, ce truc. Donc ça, c'est clé. Et c'est vraiment, c'est notre moyen de dresser l'algo. Donc autant bien le faire. On peut aller encore un peu plus loin. Je ne sais pas si on va aller là, on va le faire aujourd'hui. Il y a des moyens, effectivement, de prendre en compte des métriques vraiment plus business. Voilà, la quantité en stock, le taux de retour,
le taux de réachat sur le produit. Ça, c'est des métriques qui sont intéressantes à donner à l'algo également. C'est beaucoup plus technique. On a fait des vidéos là-dessus, donc on les mettra en description, vous irez les voir. Sinon, vous venez nous parler, on vous en parlera. Mais déjà, la majorité des e-commerce qui vont écouter ça, marge en valeur, plus tous les éléments techniques pour être sûr d'avoir une donnée de qualité et en quantité en plus. Ok, ouais, extrêmement intéressant. Lorsqu'on parle de tracking, il y a toujours un autre sujet qui vient, et je pense que c'est assez corrélé au point numéro 2 dont on parlait tout à l'heure, qui est la notion de dire, si je regarde mon site à une échelle macro, où est-ce que j'investis mon argent? Est-ce que je dois l'investir dans Google, dans Facebook? Qu'est-ce qui me génère des ventes? En fait, tout ça, c'est une notion qu'on appelle l'attribution. Peut-être si je dois faire une petite définition de l'attribution avant, parce que c'est pas forcément un concept qui est toujours facile à comprendre. C'est juste, imaginez que vous investissez de l'argent sur plusieurs canaux. On va faire très simple. Vous avez un très bon SEO, vous avez du Facebook, vous avez du Google Ads, et vous avez à côté, par exemple, un programme de parrainage. Et une personne, avant de faire une vente chez vous, avant d'acheter chez vous, elle est passée par ces 4 étapes. Elle a cliqué une pub Facebook, elle est passée par le SEO via un article de blog, une petite pub shopping, et puis elle a utilisé un lien de parrainage à la fin. Là, la question qu'il faut se poser, c'est de se dire, mais en fait, la vente, qui a généré la vente dans ces 4 canaux? Et est-ce que c'est Google Ads parce qu'en fait, il a relancé le truc? Est-ce que c'est le parrainage parce que ça a déclenché la fin? Est-ce que c'était Facebook parce que c'est le premier clic et ça nous a permis de découvrir? En fait, toutes ces réponses, elles sont bonnes en soi. Ça dépend ce qu'on veut rechercher. Ça, c'est un peu la notion globale du business. Et je pense qu'un truc dont on va aborder, qu'on va parler un peu ensemble, c'est comment tu l'intègres. Tu vois, comment tu juges en fait l'attribution globale et l'attribution dans Google Ads derrière. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as vraiment, comme tu viens de le dire, tu as 2 niveaux d'attribution, on pourrait dire. L'attribution cross-canal, tu vois, donc effectivement, entre Facebook, le SEO, Google, qui génère la vente et quelle part de crédit on accorde à chaque plateforme, tu vois. Et après, tu as l'attribution single canal. Donc, par exemple, dans Google Ads, le mec, il va aller taper sur 3 campagnes différentes. Comment tu répartis cette conversion, tu vois. Donc ça, c'est vraiment clé. Les 2 sujets sont aussi importants l'un que l'autre, évidemment. Nous, aujourd'hui, on va plutôt parler du deuxième, donc l'attribution dans Google Ads. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette attribution, malheureusement, elle est de moins en moins bonne, en fait. Donc, il y a 2 choses. C'est déjà la valeur, souvent, qu'on voit dans Google Ads. Souvent, du coup, le chiffre d'affaires généré est rarement, en fait, est rarement représentatif de ce qui se passe réellement sur le site. Surtout, on va le voir après, s'il y a des critères qui sont alignés. Et en plus, la répartition des ventes entre les différentes campagnes, souvent, elle est peu représentative également. Okay. Ça vient il y a différents facteurs, mais l'attribution est moins bonne. Je pense que le premier truc, c'est tout simplement que les parcours d'achat se sont beaucoup complexifiés au cours des années. Donc on le voit d'ailleurs souvent, il y a besoin de plus de touchpoints pour un visiteur avant d'acheter. Il va aller voir la chaîne YouTube, voir les réseaux sociaux, voir un comparateur de prix, voir un article. Enfin bref, les touchpoints se multiplient. Donc c'est dur pour les algos de suivre. Pareil, les délais de conversion s'allongent. Du coup, effectivement, ça rejoint un peu l'étude de Google de 2020, Messi Middle, qui justement nous présentait que le tunnel de vente un peu classique, qu'on connaît tous, en partant de la notoriété jusqu'à l'achat, sous forme de triangle, qui était très clair, très linéaire, en fait, c'est plus tellement à jour, parce que les modes de consommation évoluent avec Internet. Et en fait, aujourd'hui, c'est un zigzag qui est très compliqué de se représenter intégralement. Et même si on a un tracking de qualité, en fait, pour les algos, c'est très, très dur de suivre l'intégralité du parcours de conversion et de répartir, on va dire, de manière juste la conversion entre les différents touchpoints. Bon, pas mal d'infos. L'attribution, c'est quand même un sujet extrêmement compliqué. J'invite effectivement toutes les personnes qui ne connaîtraient pas l'étude de Messi Middle de Google d'aller la lire. Ça va vous retourner un petit peu le cerveau sur tout ce que vous pensez croire de votre attribution et de comment fonctionnent vos investissements publicitaires. Vous allez certainement changer un petit peu votre stratégie. Mais ce qui est intéressant en fait aussi dans ce que tu dis, c'est que potentiellement, il y a des campagnes. Enfin, si on prend l'attribution single channel où en fait c'est les ventes entre les différentes campagnes, potentiellement il y a des campagnes qui ne font aucune vente, mais si tu les coupes, toutes les ventes de tes autres campagnes, elles s'arrêtent. C'est exactement le sujet, ce qu'on va voir après justement. Et tu vois, si on reste vraiment sur l'attribution, donc effectivement Messi Middle, donc parcours de conversion très compliqué. Tu as quand même le RGPD, etc., et bon, qui ne favorise pas non plus la collecte des datas. Les navigateurs, de moins en moins de cookies. Ils veulent carrément supprimer les cookies. Bon, ça prend un peu de temps, mais on va vers là.
Et du coup, en fait, une grosse partie des ventes et des conversions qu'on voit dans les plateformes, aussi bien Google que les autres d'ailleurs, en fait, c'est de la modélisation. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la data, mais ils se sont dit, voilà, en se basant sur ce qu'on sait de tes visiteurs, de nos stats, etc., on estime qu'il s'est passé ça, tu vois. Est-ce que c'est des ventes réelles? Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut baser des décisions, tu vois? Très compliqué. D'un coup, c'est waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils sont pas en train de m'entourlouper pour que j'augmente mes budgets? Tu vois, c'est souvent ce qui se passe malheureusement. Donc en tout cas, attribution, c'est un sujet qui est très 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 complexe. Je pense pas que ça va aller en s'arrangeant tout de suite. Et du coup, effectivement, ça peut fausser un petit peu les prises de décision dans les plateformes. Et notamment du coup avec les types de campagnes un peu modernes, la performance max et tout, c'est encore plus compliqué de se projeter. Quand on parle un peu d'attribution, il y a aussi un point que tu as abordé tout à l'heure dans le parti tracking, qui est un point assez intéressant, qui est de se dire, on va essayer de remonter et de monitorer aussi où est-ce que notre argent il est investi en fonction, et toutes les ventes ne se valent pas, tu vois, et où est-ce que notre argent est investi en fonction de clients existants, de nouveaux clients ou autres d'ailleurs potentiellement, tu vois, de récurrents, d'abonnements qui remonteraient tu vois, de façon récurrente. C'est quoi un peu cette notion de répartition des dépenses entre nouveaux clients et entre clients existants? Enfin, c'est quoi un peu les enjeux sur ça? Ouais, complètement. Ça, c'est vraiment un sujet qui est clé, je pense, surtout dans les mois à venir, là. C'est qu'en gros, donc on a vu l'attribution de moins en moins bonne. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que Google, mais bon, les autres plateformes, pareil, mais Google en particulier, en fait, il va prioriser des conversions faciles. Il veut marquer vraiment les points faciles à marquer. Donc en fait, il va aller prendre les visiteurs les plus chauds. En fait, du coup, les visiteurs les plus chauds, les audiences les plus chaudes, souvent, c'est quoi? C'est les personnes qui vont taper notre mot-clé de marque sur Google. Pour nous, tu vois, ce serait des gars qui tapent SEOs dans Google. Évidemment, là-dessus, il y a un taux de conf qui est en général très élevé, tu vois. Il va ensuite aller faire du remarketing. Donc, il va aller remarketer les personnes qui ont déjà interagi avec notre site, avec notre marque, tu vois. Et c'est pas forcément des personnes qui sont venues de Google, d'ailleurs. Il peut aller remarketer des personnes qui sont venues du SEO, de Facebook, de TikTok, enfin peu importe. D'ailleurs, c'est souvent ça le plus dangereux, tu vois. Et enfin, la dernière source de conversion un peu facile, c'est les clients existants. Des personnes qui te connaissent déjà, qui ont déjà acheté chez toi. Donc évidemment, là-dessus, tu as un taux de conf qui est démesuré en général. Et du coup, la question à se poser à chaque fois, c'est ok, je connais ces trois sources-là. Concrètement, quand je mets de l'argent sur Google, pour qui je suis en train de payer, tu vois. Et ça, c'est jamais vraiment clair, honnêtement. Même sur des très gros sites, des très gros budgets, on ne sait jamais trop ce qui se passe. C'est quoi le pourcentage qui part en marque? Alors avec Performance Max, c'est encore pire parce que bon, c'est pas toujours évident de lire la data. Il faut le demander à Google pour exclure. Enfin, c'est tout un chantier. Le remarketing, très compliqué à mesurer, sur les Performance Max notamment. Et pareil, clients existants. Ça, si on n'a pas un tracking vraiment solide mis en place, ce qui est jamais le cas quasiment, plus des KPI un peu business suivis, on n'en a pas la moindre idée. Donc en fait, on peut se retrouver avec des business, tu vois, qui mettent 50 000, 100 000, 500 000 euros par mois. Et en fait, sur ce budget, tu vois, tu as une large partie en fait qui va taper des audiences chaudes, donc les trois dont je viens de parler, là, marque, remarketing, client existant. Et en fait, sur ce type d'audience, tu vas avoir un bon ROAS Google Ads, évidemment, parce que c'est vraiment des gars faciles à aller chercher, mais tu vas pas aller chercher des ventes additionnelles. Ça sera pas du chiffre d'affaires incrémental en fait. Parce que la plupart de ces gars, en fait, avec ou sans Google, ceux qui devaient acheter, ils auraient acheté, tu vois. Donc quand Google va mettre un max de budget pour dire ouais, regardez, j'ai participé à la conversion, tu vois, j'ai tapé le gars, bim, sans moi tu l'aurais pas eu, en fait c'est faux, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment décorréler les perfs que tu vois dans Google et vraiment l'impact que ça a sur ton business, parce que si tu mets 100% de ton budget sur ces trois catégories de personnes là, oui, tu auras un excellent ROAS dans la plateforme, mais d'un point de vue vraiment impact business, incrémentalité, c'est ridicule en fait, c'est très 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 faible. Donc la première chose, je pense, c'est prendre conscience de ça. Pour lequel je mets de l'argent sur Google, pour qui je suis en train de payer. Essayer d'estimer, c'est pas évident, c'est pour ça qu'on a un travail d'ailleurs, mais essayer d'estimer ce que ça représente. Et ensuite, comment on corrige le tir? Comment on fait en sorte que la majorité de notre budget parte vraiment sur, du coup, c'est du nouveau client, tu vois, de la nouvelle visite. C'est ça qui a le plus d'impact pour un site e-commerce à moyen et long terme. Donc comment on inverse le ratio et on fait pour le diminuer au maximum. Il ne faut pas le couper, bien évidemment, mais il faut diminuer au maximum l'investissement sur ces audiences chaudes. Et j'ai beaucoup trop parlé. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Mais par contre, tu vois, genre, j'ai beaucoup de personnes avec qui je parle qui ont des e-commerce et qui ont deux réflexions par rapport à ça. Et la première, c'est de dire oui, mais ça coûte vachement moins cher de
reconvertir un client existant. Donc, ouais, effectivement, c'est vrai, tu vois, mais qu'est-ce qu'on leur répond à ça? Il y a un deuxième truc, et je pense que la réponse elle va être proche aussi, c'est de dire, ouais, mais tu vois, s'ils sont venus avec le SEO et que derrière, je réussis à les retargeter, ils n'ont pas encore acheté, ça va être potentiellement des nouveaux clients, mais j'ai réussi à les retargeter avec une belle campagne display, avec peut-être du YouTube, avec une campagne search à un bon moment, eh bien, en fait, c'est quand même cool parce qu'en fait, ça va être un nouveau client. Et donc, il y a un peu deux approches là dans ce que je raconte. Tu as le remarketing de clients existants où tu dis bah, tu vas redéclencher l'achat. Et après, tu as le remarketing de non-clients encore qui sont venus sur ton site, qui n'ont pas acheté et tu as envie de leur donner plus de touchpoints encore pour qu'ils aillent te voir. Et comment tu gères ça dans ta stratégie et est-ce que du coup tu les traites de la même façon ces deux groupes de personnes? Non, effectivement, c'est compliqué de les dissocier, mais effectivement, c'est clé ce que tu dis là. Pourquoi on n'a pas envie de repayer pour des clients existants? Simplement que déjà dans tous les calculs de LTV, tu vois, de valeur client sur le long terme, tu rajoutes pas un coût d'acquisition à chaque rachat, tu vois. À chaque fois, c'est pareil, c'est les directeurs marketing sont là. Oui, on perd de l'argent sur le premier achat, mais derrière, tous les prochains vont rentrer en full marge. Et au bout du troisième, on va break-even. Quatrième, on est rentable, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu rajoutes un coût d'acquisition à chaque fois, ton business, tu peux refaire tous tes maths et le comptable, à mon avis, va pleurer un coup, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, déjà, ça c'est la première chose. Et enfin, moi, d'un point de vue, vraiment, notre expérience et d'un point de vue utilisateur également, c'est vrai que quand, comment dire, ce qui va me faire racheter un produit, je pense que c'est avant tout, est-ce que je suis satisfait de la qualité du produit et de l'expérience qui est autour, tu vois. C'est pas parce que le gars, il me bombarde sur Google à chaque fois que je vais sur YouTube, que je tape un truc dans le moteur de recherche, en shopping, etc., que ça va me faire racheter, tu vois. Donc c'est de l'argent qui comment dire, qui selon moi est mal investi sur les clients existants. Et surtout, en fait, c'est des audiences souvent sur lesquelles tu possèdes un accès direct, tu vois. Soit tu as le numéro de téléphone, soit tu as l'email. Et c'est plutôt avec ce type de levier que tu as envie de les choper parce que ça coûte beaucoup moins cher, tu vois. Donc voilà, pour les clients existants, il y a des cas où ça peut être pertinent d'investir un petit pourcentage du budget dessus. Mais pour la majorité des e-commerce, ça a très peu d'intérêt. Et souvent, en fait, ce qui est assez flippant, c'est que pour les e-commerce de récurrence, donc tu vois, vraiment des consommables que les gens vont racheter tous les 2 mois et tout. Dans Google Ads, souvent, c'est un carnage. Enfin, on a des trucs, bon, c'est flippant les pourcentages d'investissement qui partent sur ce type de trucs. Mais en fait, il y en a qui n'ont pas ce type de business, qui ont des business plutôt one-shot, qui se disent non, mais moi, je suis pas concerné, t'inquiète, moi, on l'achète une fois et tout. Et souvent, en fait, quand on fait les maths, on prend le temps quand même de se poser, de se dire, OK, tous les mois, sur mes 1 million de chiffre d'affaires, combien est fait sur des clients existants? En fait, on se rend compte qu'à la fin, souvent, tu as 15, 20, 30% du CA qui est fait tous les mois sur de l'existant. Donc imagine également l'impact sur ton budget Google Ads. Quel pourcentage de ton budget Google Ads part sur ces clients et quel pourcentage de ta perf Google Ads est généré sur ces clients, tu vois. Donc même si vous avez un e-commerce one shot, c'est pas un sujet qui est à prendre à la légère parce que encore une fois, Google va vraiment sniper des conversions faciles. Ce que j'aimerais mettre en perspective avec tout ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent oui, mais tu sais, moi, ma campagne de marque, elle me coûte rien. Enfin, tu vois, genre, la renta, elle est trop stylée, tu vois. Donc, en vrai, c'est pas grave de payer 100 € par mois sur ma marque alors que je vais avoir une grosse conversion. Mais si on se rappelle le contexte économique dans lequel on est, 100 € non investis sur du nouveau client, en fait, c'est presque 100 € gâchés. C'est un peu cette notion de comment on arrête de gaspiller son argent sur Google Ads, comment on fait en sorte que cet argent, justement, chaque euro est investi à faire de l'incrémental et pas juste à faire une belle interface Google Ads avec des ROAS abusés pour avoir une réunion avec ses boss qui est sympa, tu vois, mais c'est pas très intéressant. Non, mais complètement, ça c'est vraiment clé, c'est chaque euro doit être investi le mieux possible et souvent du coup c'est pas sur les audiences chaudes qu'on aura la meilleure incrémentalité, ça on l'a dit, je pense que les gens ont compris, tu vois. Et je voulais dire un autre truc, ouais, le truc qui est vraiment clé, c'est faut pas arrêter de faire de la marque, faut pas arrêter de faire du remarketing. Clients existants, ça dépend de votre business, ça, potentiellement on essaie d'arrêter le plus souvent. Les 2 premiers, faut pas les arrêter, c'est juste faut les contrôler. C'est-à-dire que la majorité des e-commerce, même à gros budget, en fait, ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Et en fait, on se retrouve souvent, on arrive sur des comptes, il y a 30 campagnes actives, la marque, elle remonte plus ou moins partout, et en fait, on n'a pas la moindre idée de, OK, cette campagne, elle fait quoi? C'est de nouveaux clients, c'est de clients existants. Cette campagne, elle fait quoi? C'est 80% du budget, c'est du remarketing de Facebook, ou c'est vraiment la nouvelle visite qui va venir, voilà, des nouvelles personnes qui vont découvrir la marque, qui vont rentrer dans notre tunnel de vente, tu vois. Et en fait, le fait de connaître ces ordres de grandeur, déjà, c'est une très bonne chose, puisqu'après, on va pouvoir agir sur les ratios, tu vois. Et passer d'un e-com, son budget Google Ads, à 60%, c'est que du support, que de l'audience chaude.
voilà, on va essayer de redresser la barre et voilà, de se dire à la fin, bah écoute, si on met 25% de notre budget sur les audiences chaudes pour aider à convertir justement les personnes qui sont venues d'autres leviers mais qui n'ont jamais acheté chez nous, pourquoi pas? C'est quand même un intérêt de Google aussi, tu vois. Mais il faut contrôler cette chose, en avoir conscience et après agir sur la répartition de budget pour voir quel impact ça a sur les vraies métriques business à la fin du mois et à la fin des mois suivants, tu vois. J'espère qu'on n'a pas trop perdu dans nos auditeurs. Vous pouvez écouter le podcast 0,5 si vous voulez, s'il y a trop de données d'un coup. De toute façon, je vais essayer de faire un résumé de ce podcast. Je vous rappelle, c'est disponible sur e-commerçon.com. Je fais un résumé de tous les points clés des épisodes. Vous pouvez tout retrouver hyper facilement. Il y a un autre aspect dont on a parlé, parce que là on a vachement, dans la question que je t'ai posée, où effectivement il y avait un peu de questions, on a vachement parlé de la première partie qui était de dire le remarketing sur des clients existants. On a compris que c'était aberrant, tu vois, mais le remarketing sur des clients non existants mais qui ont déjà eu des touchpoints avec nous. Comment tu gères cette partie-là? Est-ce que peut-être tu peux nous préciser un peu le sujet, parce que je pense qu'on n'a pas été très précis sur ce sujet-là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un peu ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que ça c'est quand même une bonne chose, tu vois, faut le faire, parce qu'on a vu que les touchpoints se multipliaient, donc le but c'est pas non plus de faire que du premier touchpoint et derrière ne plus rien faire, tu vois. Google c'est quand même là, qu'on est vraiment dans le bas du tunnel, qu'on va choper le trafic le plus qualifié, le plus proche de l'achat, donc c'est intéressant de le faire, c'est juste encore une fois, faut savoir quelle campagne fait ça, quelle campagne ne le fait pas, et contrôler le pourcentage de budget qui part là-dessus. Et si vous n'avez pas la réponse à ça, c'est probablement que vos investissements sont un peu en freestyle, tu vois. Okay, on gaspille probablement pas mal de cash. Donc, contrôlez ça. Évidemment, il ne faut pas arrêter de le faire. Mais voilà, si vous ne le contrôlez pas, le risque, en fait, c'est qu'à la fin, vous allez avoir de moins en moins de nouveaux clients tous les mois. Et en fait, ça, c'est dramatique pour un e-commerce. Parce que même si vous avez une bonne rétention, à la fin, voilà, il y a quand même un churn naturel qui fait que votre base client globale, enfin, votre nombre d'achats tous les mois va diminuer. Et ça, pour le compenser, il faut du nouveau client. Et de nouveaux clients, comment on les chope? C'est en faisant ce qu'on appelle du trafic froid. Donc, aller taper des gens qui ne sont pas familiers avec notre marque, avec nos produits. Et c'est là, en fait, qu'on a la plus grosse incrémentalité, tu vois. Donc, vraiment, les 3 audiences chaudes dont je parlais au début, la marque, remarketing, client existant, ça, c'est les audiences chaudes. Il faut un petit pourcentage du budget qui part dessus, bien évidemment, tu vois. Faut pas l'arrêter. Néanmoins, il faut que la majorité du budget parte sur du trafic froid. Vraiment faire découvrir la marque, faire rentrer les gens dans tout notre tunnel de vente, tu vois. Et c'est là, en fait, qu'on va pouvoir vraiment booster notre business à terme et avoir la meilleure incrémentalité pour augmenter les ventes, tu vois, le bénéfice. Ok, bon, je pense qu'on a couvert la plupart des choses. Je vais essayer de résumer quand même cette partie 2 parce qu'il y avait énormément de choses différentes. Donc on a parlé en fait d'attribution et de nouveaux clients dans cette partie 2. La première chose dont on a parlé, c'est l'attribution de clients, l'attribution des budgets en fonction d'une single channel. Donc comment en fait les conversions, elles sont attribuées en fonction des différentes campagnes. Et sur ces points-là, il faut faire attention à bien se méfier de comment votre argent est investi et quelles campagnes en fait font vraiment de la découverte, font de la vente, etc. C'est vraiment le sujet de l'attribution numéro 1. Le deuxième point qu'on a vu, c'est l'importance d'investir une partie majeure de son budget sur de l'acquisition de nouveaux clients et d'éviter absolument de dépenser trop de budget sur des clients existants qui n'ont pas de valeur business tant que ça, je veux dire à court terme. En tout cas, voilà, c'est ça. Complètement. Et peut-être le point quand même qu'on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Performance Max au final dans cette deuxième partie, alors que c'est quasiment pour ça qu'on l'a fait, tu vois. Mais attribution moins bonne, donc Google va prioriser les conversions faciles, surtout avec Performance Max, surtout avec des campagnes à ciblage automatique. En fait, quand on perd la notion de ciblage, c'est Google qui a l'intégralité du contrôle dessus. Évidemment, du coup, c'est très compliqué de savoir pour qui on paye. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, tu vois? Et malheureusement, souvent, ce qu'on voit, c'est que les 3 types d'audience, encore une fois, il va aller se gaver dessus. C'est pour ça que souvent, les Performance Max, on les lance, on a d'excellents résultats. Et tu vois, on a des ROS qui sont historiquement bien au-dessus de la moyenne, des valeurs de conversion pareilles. Et quand on regarde l'interface du CMS, le compte bancaire, tu vois, vraiment la data fiable, en fait, ça bouge pas tant que ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il va aller se gaver sur ces conversions qu'on peut d'incrémentalité. Donc vraiment clé, les campagnes à ciblage automatique, c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, il faut vraiment se méfier de ce type de campagne. Si vous avez une marque à forte notoriété, qui a beaucoup de requêtes sur votre marque, que vous avez beaucoup de trafic omnichannel, un gros SEO, un gros Facebook, un gros Insta, un gros TikTok, un gros emailing, tu vois, ce qui va les remarketer dessus, et que vous avez une base de clients existants qui est très grosse. Plus elle est grosse, évidemment, plus il va aller
vous rajoutez des petites conversions faciles à droite à gauche pour booster les KPI que vous regardez dans Google Ads, booster le ROS pour que vous augmentez vos budgets à la fin. Donc faites vraiment attention à ça. Et la clé, c'est vraiment de vous concentrer sur des nouveaux clients de la nouvelle visite. La majeure partie de votre budget doit partir là-dessus. Comment on fait ce type de trafic, tu vois ? C'est souvent en contrôlant le pourcentage de budget qui part sur les campagnes automatiques comme Pmax. On essaie de le limiter et on va aller faire des campagnes vraiment de trafic froid qui sont en général plutôt des campagnes shopping standard, des campagnes YouTube, des campagnes search sur lesquelles on a du coup le contrôle sur la diffusion, sur les mots-clés, les produits et les audiences qu'on va aller cibler, mais également du contrôle sur les exclusions. Tu vois. Et donc là, même si c'est pas parfait, évidemment, avec plusieurs paramétrages, on peut réussir à diminuer le pourcentage d'audience chaude dans le budget. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer du coup pour se dire que 80% de mon budget, il va taper effectivement des personnes qui ne me connaissaient pas, qui vont rentrer dans mon tunnel de vente et qui vont vraiment apporter des ventes à fort impact pour mon business parce qu'elles sont nouvelles en fait et qui vont pouvoir racheter dans les mois à venir. Donc des structures sur des sites e-commerce dont tu parlais là avec les 3 critères en mode des grosses bases clients, une grosse notoriété de marque ou alors une importance le trafic omnichannel un peu. Voilà, le trafic omnichannel pardon. Dans ces 3 cas-là, des structures où 80% de ton budget passe sur Performance Max, en général, c'est une mauvaise idée. Complètement, enfin vraiment, à moins que ça soit fait par des pros qui arrivent à contrôler la data et tout, mais la réalité c'est que ça arrive jamais, tu vois. Et même sur des gros comptes, on se rend compte que c'est freestyle. Faites très attention à ce type de campagne, surtout si votre business en plus est un business récurrent. Ça c'est le point bonus, tu vois. Bon là c'est un carnage, souvent on arrive sur des trucs où on jette de l'argent par les fenêtres, c'est encore plus rapide, tu vois. Ouais, donc ça, extrêmement intéressant. En revanche, dans l'autre situation, tu vois, typiquement, nous, sur notre site dont parlait Jérém tout à l'heure, on a un business qui est genre vraiment calibré pour Performance Max, donc qui respecte en fait les critères où en mode il y a très peu de récurrence. On est sur un marché où en fait on fait que du one shot quasiment. On a finalement très peu de notoriété de marque. Et donc en fait avec ça, on peut en fait exploser les budgets Performance Max et ça surperforme quand même globalement les autres types de campagnes. C'est ça, alors il faut quand même bien le faire, tu vois. Mais effectivement, en fait, souvent ce qu'on voit, c'est sur des petits e-commerce souvent, surtout des e-commerce qui respectent bien les critères, mais en petit en volume, j'entends, tu vois. Donc moins de 500 000 par mois. On peut faire des trucs assez violents avec Performance Max, effectivement. Et une bonne partie du budget peut partir dessus et on peut faire des très bons résultats. Tu vois, nous, en décembre, on a fait ça. Je crois qu'on avait quasiment 90% du budget sur Pmax, Performance Max, et on a eu des résultats excellents, meilleurs que jamais, tu vois. Mais effectivement, dès qu'un site atteint un seuil critique, en fait, c'est obligé. Google Ads, c'est plus le seul levier. La base client, elle commence à grossir. La notoriété du site, elle commence à grossir également. Donc à partir d'une taille critique et plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sur Google, en fait, il faut vraiment penser structure, répartition de budget, plus qualité du tracking, pour être sûr de comprendre un peu ce qui se passe, où mon argent est en train de partir, pour qui je suis en train de payer. C'est vraiment la question clé à se poser à chaque fois. Extrêmement intéressant. Ce qu'on voit derrière, c'est que Pmax n'est pas la solution à tout et qu'il y a beaucoup d'optimisation à apporter sur une campagne qui a l'air d'être une boîte noire, mais sur laquelle on peut faire des choses. On va pas détailler tout ici parce que ça deviendrait beaucoup trop de technique et complexe aussi à expliquer dans un podcast où on a uniquement notre voix pour le faire. J'essaierai à nouveau de vous mettre dans le résumé sur e-commerçon.com de 3 axes de travail pour que vous puissiez avancer sur le sujet. Il y a un 3e sujet dont il fallait qu'on parle ensemble, qui est en fait un peu la conclusion pas la conclusion, mais la continuité de ce dont on parle depuis le début, parce que je sais pas si nos auditeurs ont remarqué, mais on a très peu parlé de KPIs Google Ads depuis le début. On vous a parlé de nouveaux clients dans votre business, on vous a parlé de marge, on vous a parlé de CATTC, on vous a parlé de budget budget publicitaire globaux, etc. En fait, on vous a très peu parlé de CPC, de coût par vue, de tous ces éléments-là. Et en fait, la raison principale, c'est que les KPIs, en fait, il faut que Google Ads soit au service de vos KPIs business, de vos indicateurs business. Et justement, je trouvais ça assez intéressant qu'on puisse en parler ensemble. Finalement, c'est quoi des bons KPIs pour piloter Google Ads en 2023 ? Comment on pilote Google Ads ? Comment on arrête de gaspiller de l'argent sur Google Ads en 2023 ? Et tu vas mieux comprendre en gros comment nos auditeurs, nos e-commerçants qui nous écoutent puissent se dire ok, maintenant je vais piloter Google Ads comme un boss en fait. Non mais complètement, en gros si tu veux effectivement
Le problème, c'est que la plupart des gens qui pilotent des campagnes, aussi bien des gars en interne, tu vois, des responsables acquisition, des traffic managers, etc., que les agences, des prestataires, souvent ils pilotent pas, ils regardent pas les bons KPI. Soit tout simplement ils savent pas, soit ils n'ont pas accès aux bons KPI. En fait, ça fait prendre des mauvaises décisions à terme, tu vois. Donc en fait, nous, ce qu'on recommande à chaque fois, c'est ajouter des degrés de lecture. Le premier niveau de lecture, effectivement, c'est l'interface Google Ads. Donc là-dedans, on est assez limité, mais tu vois, avec un bon tracking, etc., on peut quand même avoir une bonne idée de ce qui se passe, tu vois. Mais en fait, ça suffit pas. Le ROS Google Ads, le CPA Google Ads, etc., ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc en fait, il faut ajouter un deuxième niveau de lecture qui est plutôt vraiment e-commerce global. Okay. Donc là, on va enlever la partie Google Ads. Et là, on va suivre effectivement des métriques business. Donc là, vraiment des trucs que le PDG, que le DAF vont suivre, tu vois. Donc il y en a plusieurs. Mais souvent, ce qui manque à la lecture des personnes qui gèrent les campagnes, c'est les différents niveaux de marge vraiment clés, tu vois. Parce que c'est avec ça, à la fin, qu'on va payer leur salaire, tu vois, également. Donc ça, c'est vraiment clé. Donc la marge brute, tout simplement, tu vois, chiffre d'affaires moins les coûts du produit. Après, effectivement, on peut aller sur des marges nettes en enlevant les coûts de la pub. Puis à la fin, si on est chaud, on peut enlever tous les coûts fixes et on a le bénéfice, tu vois. Donc déjà, on est dans une réflexion beaucoup plus business et on va faire monter d'un cran les décisions Google Ads pour vraiment les aligner avec ce qui compte pour le e-commerce à la fin, tu vois. Donc ça, je dirais déjà la marge clé, donc dans le tracking, mais également dans vos reporting, plutôt dans vos suivis. Soit vous le faites à la semaine, soit vous le faites au mois, en fonction des budgets que vous investissez. Être sûr que la marge évolue dans le bon sens, tu vois. Et ensuite, je pense que le deuxième point qui est rarement fait de manière efficace, c'est toute la partie qu'on a développée avant sur les nouveaux clients. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Combien de nouveaux clients je rentre tous les mois ? Est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend ? Le chiffre d'affaires que je fais tous les mois, c'est quoi le pourcentage qui est fait sur du client existant dessus ? Comment ça change mois sur mois, tu vois ? Et en fait, nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est vraiment... En fait, on est obligé aujourd'hui de travailler sur des relations long terme, tu vois. C'est fini bon les gars, on bosse un mois ensemble, vous remettez les campagnes d'aplomb et après bisous, tu vois. C'est pas possible. Parce que en fait, on va venir faire des modifications progressives dans le compte Google et voir l'impact que ça a, dans un premier temps sur les métriques Google Ads, why not, mais à la fin on s'en fout un petit peu, tu vois. Quel impact ça a sur les vraies métriques e-commerce, tu vois. Le pourcentage de marge, là, il a fait quoi ? Pourcentage de nouveaux clients dans le nombre de commandes, il a fait quoi, tu vois. Et c'est ça. Donc forcément, ça prend du temps parce que si tu fais trop de modifs d'un coup, tu vas flinguer l'interprétation des résultats. Ça prend du temps. Mais c'est que comme ça qu'on peut vraiment torturer Google Ads et l'algo pour qu'il améliore vraiment notre business et pas uniquement les KPI, voilà, le ROS plateforme, le chiffre d'affaires plateforme qui à la fin vont pas vous faire manger, tu vois. C'est pas ça qui compte. Surtout, je pense que ce que j'invite tous nos auditeurs à faire sur le sujet pour bien comprendre à quel point l'interface Google Ads, elle vous ment d'une certaine façon, et je pèse mes mots, c'est de prendre vos chiffres, votre compte Google Analytics, pour peu qu'il soit bien paramétré, d'aller regarder le chiffre d'affaires généré par Google Ads avec la vision Analytics. Après, sur la même période, vous allez dans votre compte Google Ads. Alors, si vous avez des performances max, ça va être encore meilleur, tu vois. Et vous allez regarder le chiffre d'affaires que Google Ads vous dit avoir généré. En général, vous allez avoir une belle surprise. C'est-à-dire que vous avez piloté depuis le début vos campagnes Google Ads avec un chiffre d'affaires qui est probablement entre 20 et 70% supérieur à ce que Google Analytics vous attribue. Complètement. Et en plus, donc déjà, tu as une variation qui est énorme. Et en plus, ce chiffre d'affaires, encore une fois, ce ROS, ce chiffre d'affaires, on ne sait pas s'il est fait sur de la marque ou du remarque, de l'acquisition, du remarketing, du nouveau client, du client existant. Donc même le meilleur ROAS au monde dans Google Ads, potentiellement, pour votre business, il ne vaut rien, potentiellement. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Des fois, on prend des comptes Google Ads, on dit, en fait, le ROAS, il est trop élevé là. On va le fumer, tu vois. Et le gars, forcément, on dit ça à quelqu'un, je rajoute, on dit jamais ça, tu vois, mais le gars, ça fait peur, tu vois. Mais au final, c'est pas ça qui va compter à la fin. Nous, on veut que notre argent soit investi sur des personnes qui auront le plus d'impact business. Et c'est pas forcément là qu'on va maximiser le ROS Google. Donc faites très attention si vous pilotez avec ça. C'est rarement une bonne décision. C'est un premier degré de lecture, certes, mais c'est pas ce qui compte à la fin. C'est extrêmement intéressant comme principe. Je propose qu'on donne aussi à nos auditeurs peut-être des exemples de ratios qu'ils pourraient suivre. Moi, j'aime bien dire souvent qu'on a 3 niveaux de KPIs qu'on regarde. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, des KPIs business. Donc vraiment une KPIs d'entreprise, tout simplement. On va avoir des KPIs aussi e-commerce.
qu'il ne faut pas oublier que Google Ads, c'est un moyen et c'est pas une fin. C'est-à-dire que votre vente, elle se passe quand même à un moment donné sur votre site e-commerce. Donc c'est important de monitorer des informations sur le site e-commerce, notamment des indicateurs comme le panier moyen, le taux de conversion, on va en parler un peu. Et le troisième niveau de lecture, en fait presque qui doit arriver en numéro 3, c'est l'interface Google Ads en elle-même. Quels sont les indicateurs déjà qu'on va regarder aussi dans Google Ads, qui sont peut-être pas forcément les mêmes que ce qu'on aurait l'habitude de regarder avant. Si on prend déjà les indicateurs business, pour toi, c'est quoi les indicateurs business les plus importants à regarder aujourd'hui si on veut piloter Google Ads? Encore une fois, c'est vraiment, je pense, le truc qui est mal fait et qui est vraiment clé, c'est la marge, l'évolution de la marge. Donc souvent, nous, ce qu'on fait, c'est on part du CA hors taxe, chiffre d'affaires hors taxe, et on va mesurer différents niveaux de marge, tu vois. Donc ceux qui connaissent, souvent on fait MC1, MC2, MC3, tu vois, marge brute, marge nette, bénéfice, et voir en nombre absolu déjà, est-ce que voilà, on avait 100 000 le mois là, le mois d'après on a 150 000, ça va dans le bon sens, tu vois. Mais également en pourcentage du CA, et voir comment ça évolue en fonction des modifs qu'on fait, tu vois. Ça, c'est vraiment clé. Et en fait, on se rend compte, nous, on a la chance du coup, donc on a une agence Google Ads e-commerce, on a la chance d'avoir également de propres sites e-commerce. Et souvent, tu vois, quand on recrute des nouveaux consultants, et là, typiquement, on en a recruté un récemment, tu vois, qui a 6 ans d'XP, c'est vrai qu'on l'a mis sur le compte de résultats du e-commerce. On lui a dit, OK, part du chiffre d'affaires, descend jusqu'au bénéfice, et essaie d'estimer en fait chaque charge déjà, trouve toutes les charges, et essaie d'estimer ce que ça représente en pourcentage dans le CA. En fait, même des gars qui ont beaucoup d'XP, qui sont très smart, etc., ils ont du mal à se représenter ce qu'un e-commerce coûte, ce que ça peut représenter. Donc ça, c'est un excellent test, parce que plus les gars vont comprendre la réalité du business et la réalité financière, en fait, et c'est ça, à la fin, on pilote tous des business, tu vois, et ben meilleures les décisions. Les décisions en fait qu'ils vont prendre dans Google Ads seront bien meilleures, tu vois. Donc ça, c'est vraiment clé. Et malheureusement, trop peu de traffic managers, responsables d'acquisition, les agences, souvent, j'en parle même pas, les gars, ils sont stratosphérisés, tu vois, dans les coûts par clic, machin, aucun intérêt. Donc vraiment, prenez du recul là-dessus, éduquez également les personnes qui vont gérer les campagnes. Il faut qu'ils aient une vision là-dessus, il faut qu'ils puissent suivre de manière récurrente ces datas. Il faut qu'ils soient dans un mindset et dans un process que voilà, les modifications sur Google Ads et sur les autres plateformes doivent être progressives. On mesure l'impact que ça a, c'est bénéfique ou pas, on prend une décision après. Mais voilà, dans ce process, on peut vraiment maximiser les perfs à terme, tu vois. Ok, donc un des premiers indicateurs qu'on va regarder, ça va être la marge au niveau business. C'est quoi le deuxième indicateur que toi tu regardes? C'est voilà, marge, nouveau client. Nouveau client, ok. Ça, c'est vraiment clé. C'est à chaque fois, c'est même un e-commerce one shot, hein, mesurer donc le nombre de nouveaux clients par mois, mesurer ce que ça représente dans le chiffre d'affaires également, pourcentage du CA qui est fait dessus. Donc nombre de commandes nouveaux clients, pourcentage de commandes nouveaux clients, pourcentage de CA nouveaux clients. Ça donne une bonne vision du coup de l'évolution de nos investissements, encore une fois, audience froide versus audience chaude. Plus vous faites de nouveaux clients, en général, mieux c'est, tout simplement. Ou ça veut dire aussi potentiellement que votre rétention est en train de partir en couille. Mais bref, en tout cas, on peut quand même avoir pas mal d'indications là-dessus. Donc ça, c'est très intéressant. Et je pense, en vrai, c'est rien que les deux là. Tu vois, si vraiment on devait limiter le truc, c'est rien que les deux là, déjà, vous serez en avance sur une grande partie des gens en France, tu vois, même dans le monde, je pense, tu vois. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est donc marge, nouveaux clients, tout ce qui est MER, tu vois, un peu le ROS auquel j'ai mis sur Google, Facebook, TikTok, Pinterest. Au total, j'ai mis 500 000 € ce mois-ci. Combien ça m'a généré au global sur mon site, tu vois. Et tu te fais un petit ratio, c'est un peu un ROS Google Ads, tu vois. Ce qui est intéressant de faire, c'est le MER sur nouveaux clients aussi. Comme ça, on voit vraiment l'impact. Et encore une fois, tous les mois, on voit l'évolution. Ok, j'ai mis 500 000 ce mois-ci. Combien de CA nouveaux clients j'ai généré? Combien de nouveaux clients j'ai généré? Et du coup, tu as un CAC, coût d'acquisition de nouveaux clients, ou un MER, un nouveau client. Ok, je mets 500 000 €, je fais 1,5 million de CA nouveaux clients par mois et je peux piloter comme ça. Et avec ça, déjà, vous avez une bonne base en réalité, supérieure à la moyenne, pour prendre des bonnes décisions dans le temps. Il y a un autre indicateur que j'aime bien, c'est le COS. Ça, c'est juste regarder le poids de Google Ads dans ton chiffre d'affaires global ou dans ton bénéfice, ça peu importe comment tu veux le regarder, tu vois. Mais de savoir aussi si le poids il se maintient ou si tu es en dessous de tes objectifs. C'est-à-dire que potentiellement, je vais te donner un exemple bête, tu as un COS objectif à 12, tu te dis je peux me permettre d'aller jusqu'à 12 et tu dépenses que 9%, tu vois. C'est ça. Bah, peut-être que en fait, tu as un 3% que tu pourrais aller chercher en plus et faire encore plus d'incrémentalité. Est-ce que tu peux le permettre en fait? Complètement. Ça pour le coup, c'est la meilleure métrique, je pense, pour piloter le budget. Comme tu dis, parce que ça donne vraiment une vision au court terme. Tu peux le piloter à la journée, à la semaine, et à la fin, en fait, sur les gros sites, nous qu'on accompagne, on parle à des PDG, on parle à des DAF, tu vois.
il y a quasiment que ça qui les intéresse. Tu vois. On n'est pas en train de parler stratégie d'enchère, de CPC, de mots-clés, machin. C'est OK, on en est où sur le cost, tu vois, on en est où sur le volume. Ah OK, effectivement, on est un petit peu en dessous. On augmente les budgets où effectivement sur les campagnes à la plus forte incrémentalité, tu vois, pour augmenter le remarketing, aucun intérêt, tu vois. Peu d'intérêt, je veux dire. Donc ça, c'est effectivement excellent. Google Ads, qu'est-ce que ça représente en pourcentage dans le chiffre d'affaires hors taxe? Évidemment, c'est pas le seul indicateur à suivre, mais par contre, c'est un des plus pratiques pour piloter le budget de manière un peu opérationnelle sur les différents comptes, tu vois. Ok, je pense qu'on a vu globalement la majorité des points clés des KPIs business, en tout cas vraiment si on devait résumer les principales qu'il faut suivre. Déjà rien qu'avec ça, comme tu disais, vous êtes en avance sur 99% des gens. Un autre aspect, du coup, si on descend un petit étage et qu'on va sur le e-commerce en lui-même, c'est-à-dire qu'on regarde l'impact que ça a, non pas sur le business global, mais sur le site e-commerce en lui-même, est-ce qu'il y a des indicateurs que toi, tu vas aller regarder justement sur la partie pure e-commerce? Ouais, bah, au final, c'est un petit peu. C'est dur de distinguer business et e-commerce, tu vois. Enfin, tout ce qui est nouveaux clients, etc., on pourrait le mettre dans cette catégorie aussi. Mais effectivement, tu as quand même des indicateurs un peu plus traditionnels qui sont intéressants à suivre. Le nombre d'utilisateurs, tu vois, nombre de sessions, les taux de conversion. On peut très bien imaginer aussi les taux de conversion, voilà, nouveaux clients, panier moyen, nouveaux clients, des choses comme ça. Ça, c'est plus classique, je pense. C'est plutôt ce genre de métriques que les gens suivent habituellement, tu vois, que les personnes qui gèrent les campagnes suivent. Tout de même intéressant de le faire, bien évidemment. Mais voilà, c'est dans un deuxième temps, je pense. Après, si tu as quand même un dernier truc, c'est pour le coup plus intéressant, les répartitions de chiffre d'affaires. Du genre, voilà, tu as un site, tu as différentes catégories de produits, mesurer tous les mois ce qui représente telle catégorie dans le chiffre d'affaires. Tu vois. Genre, catégorie A, elle fait 30% en septembre, et tu vois, en octobre, par exemple, elle monte à 50%. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire sur les répartitions de budget Google Ads aussi, tu vois? Il faut faire évoluer dans le temps, donc bien mesurer les répartitions de CA catégorie, par marque, si vous revendez des trucs, par ID potentiellement. Et avec ça, il y a de très bonnes décisions à prendre également dans Google pour être sûr qu'on est en train de surfer sur la bonne vague, tu vois. C'est vrai qu'au début, on disait contexte économique tendu. Alors, un conseil déjà, luttez pas contre la demande, tu vois. Donc regardez toujours, allez fréquemment sur Google Trend. Regardez également dans Merchant Center, il y a des indicateurs sur les niveaux d'investissement de vos concurrents, plus ou moins. Okay, c'est plutôt le nombre d'impressions, mais peu importe. Donc on peut quand même rapidement estimer ce qui est en train de se passer. Est-ce que le marché est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Allez pas faire péter les budgets quand il n'y a pas de demande, ça sert à rien. Vous allez vraiment vous cramer les ailes et vous allez flinguer le bénéfice. Là au contraire, il faudrait plutôt stacker pour pouvoir bien être prêt et bien être solide sur les appuis quand la demande revient. Donc ça c'est un autre conseil. Et essayez pas d'aller à contre-courant, ça c'est clé. Et je sais plus ce que je voulais dire après. L'autre aspect qui est intéressant dans les KPIs dont tu viens de parler, c'est que c'est important d'aligner en gros les dépenses, si tu veux, sur aussi répartir tes dépenses publicitaires de la même façon que ton chiffre d'affaires est réparti pour mettre en fait ton argent là où en fait tu en génères. Ça c'est vraiment clé, c'est pareil. Plus les budgets vont augmenter en fait sur Google, plus on va prendre de recul sur les métriques Google Ads, encore une fois. Et à la fin, ce qu'il faut vraiment faire, c'est réussir à aligner de manière fréquente les ventes réelles du site avec l'investissement Google Ads. Alors je m'explique. En gros, imaginons sur le site, on a le produit A et le produit B qui sont en train de tout exploser. Ils font 80% des ventes. Bon, c'est pas possible sur un gros site, mais pour l'exemple, il faut bien être sûr que la majorité du budget, plus ou moins le même pourcentage de nos invests Google Ads, va bel et bien sur ces produits. Et peu importe que ces produits d'ailleurs aient 0 de ROS dans Google, on s'en fout. Le but c'est amener un max de trafic sur ce qui se vend réellement. Parce qu'encore une fois, attribution pas bonne, il peut y avoir des ventes croisées, le gars va cliquer là puis il va acheter ça, il peut y avoir des ventes additionnelles, il clique sur ce produit, il en achète 10 autres, tu vois. Donc vraiment prenez du recul là-dessus, alignez. Soyez vraiment, ça c'est des process à mettre en place de manière récurrente, tu vois, 1, 2, 3 fois par semaine si besoin, en fonction de vos budgets. Soyez bien sûr que ce qui investit de l'argent, c'est bien ce qui est en train de vendre sur le site. Sur Google, c'est clé, en shopping, c'est clé. En search, c'est clé aussi. Et il y a un autre aspect qui est intéressant, allez, histoire de terminer un petit peu le cerveau de nos auditeurs après plus de 50 minutes de podcast, c'est aussi de bien essayer d'identifier, c'est une partie extrêmement compliquée, surtout quand on a beaucoup de produits, c'est quoi les produits d'entrée et c'est quoi les produits de réachat. Potentiellement, dans certains domaines, je sais que par exemple, moi j'ai quelques clients où on a des produits, on sait qu'on va faire un premier achat dessus, mais uniquement, on ne va pas racheter ce produit-là. Par contre, c'est un produit qui va être une clé d'entrée pour tous les autres produits du site. Par exemple, ça pourrait être, je prends un exemple bête, imaginez vous vendez des gourdes. En fait, le produit d'entrée c'est la gourde, mais derrière,
le réachat, il va se faire sur, je sais pas, les accessoires de gourde, sur les saveurs que vous allez mettre à l'intérieur. Il y a quelques business autour de ça. Et c'est important de bien définir là où vous devez investir votre argent, parce que peut-être que en fait, investir votre argent sur les accessoires de gourde dès le départ, peut-être pas si intéressant que ça, parce que c'est pas là où se fait la première commande. Le troisième catégorie de KPIs, c'est Google Ads. Il faut quand même en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu vas regarder, toi, en termes de KPIs dans Google Ads? Là, encore une fois, ça dépend vraiment des sites en question, tu vois. Mais souvent, ça va être quand même le budget. On en est où sur le budget, tu vois, en pourcentage de dépenses, voilà, à 7 jours, par exemple. Est-ce qu'on investit bien le budget? Est-ce qu'il part au bon endroit? La répartition de budget entre les différents types de campagnes. Donc, tu vois, PMax, Search, Shopping, YouTube. Les répartitions de budget entre catégories. Parce que, comme je disais juste avant, là, est vraiment sûr que ce qui est en train d'investir sur Google, c'est bel et bien ce qui se vend sur le site. Donc ça, c'est même pas les colonnes, hein, c'est vraiment plutôt de la lecture, tu vois. On peut se faire des colonnes personnalisées, mais vraiment comprendre ce qui est en train de se passer sur le compte Google. Après, si vraiment tu veux parler de colonnes, en fait, là, on va suivre des colonnes un peu plus traditionnelles, tu vois, du chiffre d'affaires, des conversions, ROAS, CPA. Mais on va le faire, alors pour ceux vraiment qui diguent un peu la plateforme, on va essayer de mettre que des colonnes by time. En anglais, c'est comme ça. En français, je sais plus ce que c'est par date de conversion, je crois. Parce que le problème de Google, en fait, c'est que imaginons qu'une personne clique sur votre annonce un lundi, elle achète le vendredi. En fait, dans l'interface, la vente, il va la remonter à la date du lundi, si tu veux. Donc en fait, plus votre délai de conversion est long, plus la lecture des données sur des périodes courtes, 7 jours par exemple, elle est compliquée et elle est erronée au final, peu de choses près, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant de changer ce modèle, de mettre toutes vos colonnes en by time, par date de conversion, pour être sûr, en fait, concrètement, ça va mettre la même vision qu'Analytics. Ça veut dire que la vente va remonter le jour où la vente a eu lieu. Donc voilà, le mec, il clique lundi, il achète vendredi, la vente, elle remonte le vendredi. Et en fait, ça vous donne du coup une vision beaucoup plus réaliste de ce qui est en train de se passer en ce moment même sur le site. Et du coup, pour prendre des décisions sur des périodes courtes, et à la fin, c'est comme ça qu'on pilote un compte, hein, malheureusement, on n'a pas le choix, tu vois, sur des gros budgets, et ben, ça te donne une bien meilleure représentation de ce qui est en train de se passer, tu vois. Et tu peux ajuster tes budgets, ajuster tes répartitions, etc. Et sinon, voilà, c'est des métriques classiques, hein, du panier moyen. Évidemment, mettez la marge en tracking, ça vous débloque pas mal d'opportunités aussi. Alors après, il y a du classique, un taux de conv, panier moyen, CPC, voir qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui baisse, voir comment ça impacte le ROAS. Et tout un tas d'autres. Hein, Bon, je pense qu'on a fait quand même un très bon tour de tous ces points-là. Je vais essayer de résumer quand même un peu cette partie 3, histoire que tout le monde puisse s'y retrouver un peu dans ce dont on a parlé. Cette partie 3, elle a été consacrée globalement aux KPIs, et notamment qu'est-ce qu'on doit regarder pour pouvoir optimiser ces campagnes Google Ads. Et en gros, globalement, ce qu'il faut retenir de notre échange, c'est qu'il faut remonter d'un étage dans les données qu'on regarde. Il faut regarder des données business pour piloter Google Ads. C'est fini de piloter Google Ads avec seulement les données de l'interface. Il va falloir regarder aussi des données e-commerce et dans un dernier temps, regarder les données Google Ads. S'il y a 3 données que vous devez absolument suivre en tant que e-commerçant, ça va être d'abord la marge hors taxe au niveau de votre site. Deuxièmement, ça va être les nouveaux clients et tout ce qui en découle, donc le chiffre d'affaires sur nouveaux clients, le poids de nouveaux clients dans le CA, etc. Et le troisième indicateur, c'est le MER, donc vraiment le MER global, et après vous allez pouvoir le faire par nouveaux clients, etc. Et avec ces 3 indicateurs déjà, je pense que vous êtes aussi bien en avance sur la plupart des gens qui pilotent Google Ads, parce que vous avez maintenant une vraie vision business de ce que vous êtes en train de faire. Complètement, c'est vraiment clé, moi, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de mettre en place ces process pour collecter les bonnes datas et ensuite commencer à faire des tests méthodiques et progressifs dans Google Ads. Ok, ce mois-ci, on va modifier les répartitions de budget. On va mettre un peu moins sur PMax, un peu plus en shopping standard, par exemple, plus en search. Et concrètement, on revient dans un mois ou quelques semaines, ça dépend de vos budgets, quel impact ça a eu sur mes vraies métriques. Et ça prend du temps, évidemment, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont impacter vos ventes, mais à terme, on peut quand même prendre des décisions. Et surtout, ça ajoute un degré de lecture qui est, je pense, clé dans un contexte tendu. C'est Google Ads, c'est très bien, effectivement, mais ça suffit pas. C'est pas ça qui nous fait manger à la fin du mois. Donc, remonter d'un cran. Et c'est vrai qu'en plus, ça fait prendre pas mal de hauteur aussi à des consultants Google Ads, à des responsables acquisition, les traffic managers. Ils vont vraiment maintenant se mettre un peu au niveau d'un PDG et vraiment piloter, leur business unit, Voilà, ok, c'est quoi le profit de ce mois-ci, c'est quoi les pertes de ce mois-ci, et comment les tâches et les modifs que j'ai effectués dans Google ont impacté ça.
je pense que c'est intéressant pour eux aussi. Ouais. Non, effectivement, c'est hyper intéressant, mais ça permet d'aligner les objectifs personnels avec les objectifs des boîtes, qui est souvent quelque chose qui est relativement mal fait. Parce que chacun a un peu sa vision et ses propres KPIs et ils sont parfois pas alignés avec les objectifs de tout le monde. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Jérémy pour toutes ces informations. J'espère que nos auditeurs ont réussi à suivre. Certains sujets étaient quand même assez techniques, on a peut-être pu parler un petit peu vite. Je le rappelle à nouveau, désolé si c'est un petit peu chiant, mais je vous mets un résumé sur e-commerçon.com, allez le voir parce que je me trouve le cul à chaque fois. Non, c'est bien dit. Parce que vraiment, je travaille énormément ces résumés pour que vous ayez toute l'information, que vous ayez tous les points clés directement sur e-commerçon.com. Donc franchement, je pense que c'est assez quali. J'ai eu des très bons retours sur ça, donc n'hésitez pas. Est-ce que peut-être, je vais faire les 3 questions de fin que j'ai habituellement pour mes auditeurs. Je suis habitué maintenant. Hein. Je les connais toujours pas, tu vois, donc il y a un problème. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que tu as peut-être une petite anecdote à nous raconter par rapport aux 3 points qu'on a vus ensemble en ce moment, tu vois, des comptes que tu as repris peut-être dernièrement ou sur lesquels tu as un peu changé la logique sur laquelle tu bossais et du coup, à quel point tu vois, ça a pu peut-être faire évoluer les performances ou tu as changé des choses dans Google Ads complètement. Typiquement, le process que je décrivais tout à l'heure, là, être sûr de vraiment aligner l'investissement avec les ventes réelles et de le faire. Ça, c'est un process qui est un peu chiant, c'est manuel, tu vois. Tu as l'équipe du e-commerce qui doit t'envoyer plus ou moins les ventes réelles. Ok, qu'est-ce qu'on a vendu les derniers jours? Et s'assurer que dans tes campagnes shopping et dans les autres, mais shopping principalement, c'est bel et bien ces ID produits qui sont actifs. Peu importe, tu vois, les perfs qu'il y a dans Google, avec ça, en fait, c'est partir les perfs comme pas possible, tu vois. Donc vraiment, faites attention à ça. Après, il y en a plein d'autres, mais bon, je pense que c'est un bel exemple déjà. L'autre question, c'est est-ce que tu as des recommandations en termes de contenu, de médias, différents contenus que tu recommanderais à des e-commerçants qui nous écouteraient pour pouvoir monter encore en plus en gamme sur Google Ads? Ça peut être des podcasts, des vidéos. Là pour le coup, j'aurais les mêmes réponses que la dernière fois. Tu vois, suivez-nous déjà la newsletter, LinkedIn plus YouTube. On a quand même pas mal de contenu. Je pense que c'est assez quali. Et sinon, aller du côté des ricains. Alors, je sais plus tous les noms en tête, mais sur LinkedIn, il y a pas mal de mecs qui postent fréquemment. Donc, suivez-moi, vous verrez ce que je like. Mais voilà, il y a Solution 8, Common Thread Collective, plus des gars plus ou moins indépendants. J'ai plus trop leur nom. Mais vous finirez par trouver sur LinkedIn, c'est pas mal. Twitter, il y en a un petit peu. Et voilà, ça finit par proposer les bons contenus, quoi. Et est-ce que depuis ces derniers mois, il y a des nouveaux outils que tu utilises, que tu as ajouté un peu à ta stack pour pouvoir être encore plus performant sur Google Ads? Un qui est vraiment pas mal pour le coup, on n'est pas affilié ou quoi que ce soit, mais Profit Metrics, qui est vraiment intéressant. En fait, c'est exactement le premier point dont on parlait. C'est un SaaS qui permet d'installer un tracking ultra quali, donc server-side, toute la panoplie là, et qui remonte de la marge. Donc tracking Google Ads basé sur de la marge. Et en fait, ça, concrètement, c'est pas mal pour les sites. Je crois qu'il y a des intégrations Shopify, PrestaShop. C'est pas mal pour les sites qui ont peu de ressources techniques, peu de dev, tu vois, pour mettre en place un tracking vraiment clean. Alors, ça vous coûte tous les mois, tu vois, certes, mais vu l'impact qu'un bon tracking a sur les perfs Google, je pense que c'est un bon invest. Et si vous avez une équipe vraiment de développeurs, enfin même un dev qui peut vous faire ça, sinon vous le faites vous-même avec une nouvelle variable dans le data layer. Mais en tout cas, c'est une très bonne alternative pour des gars qui n'ont pas les ressources. On le fait même sur notre site à nous, on a ce type d'outil, ça marche plutôt bien, donc assez carré. Super. Où est-ce qu'on peut te contacter? LinkedIn principalement. Jérémy Ménard, LinkedIn. J'ai une chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller voir, mais c'est tout. Super. Merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce partage de connaissances. J'espère que, chers auditeurs, vous avez apprécié cet échange. On va essayer d'en faire régulièrement autour de Google Ads, comme je l'expliquais au début, pour que vous ayez un maximum d'informations à jour aussi sur la plateforme qui, comme j'expliquais aussi, évolue très vite. Je te souhaite une belle journée. Belle journée. Très vite. Salut. J'espère que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez simplement le premier lien en description. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à le partager à 3 personnes de votre réseau. Cela pourrait les aider autant que cela vous a aidé. Si vous souhaitez être accompagné par Seos pour enfin maximiser la rentabilité de vos budgets Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site seos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. On se retrouve lors du prochain épisode. Salut!